Voici l'axe ferroviaire Berlin-Palerme, une ligne à grande vitesse de 2200 km entre Berlin et Palerme. Il est l'un des principaux axes reliant l'Europe centrale au sud, traversant l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie. Ce projet sera la priorité numéro 1 sur les 30 du nouveau plan actualisé du réseau transeuropéen de transport, intégré à la vision du Pacte vert pour l'Europe, visant des trajets de 500 km neutres en carbone d'ici 2030 et une réduction de 90% des émissions du transport d'ici 2050. L'idée est que l'Europe crée un réseau de trains modernes, ultra rapides et confortables, reliant toutes les grandes villes et États membres. De cette façon, elle pourra remplacer les avions. Pour ces trajets courts ou moyens, les trains, surtout les trains de passagers électriques, sont clairement à privilégier. Même en tenant compte des combustibles fossiles pour l'électricité, les trains émettent environ un cinquième des gaz à effet de serre des avions par passager kilomètre et moins de la moitié de ceux des bus. Par exemple, entre Lisbonne et Madrid, 624 km, un vol émet 109 kg de dioxyde de carbone contre 23 kg pour le train. La différence est de 474%, mais il n'existe aucun train direct entre ces deux capitales voisines. Un avion mettrait 1h30 pour le trajet, contre environ 9 heures avec 3 correspondances en train. La ligne à grande vitesse Madrid-Extremadura reliera Madrid à Badajoz, près de la frontière portugaise. Elle sera étendue pour relier Lisbonne d'ici 2030 via des correspondances vers Alva et Devorda. Une ligne à grande vitesse Madrid-Lisbonne réduirait le trajet en train actuel de 9 heures à seulement 2h25, ce qui serait en fait plus court que de prendre l'avion. En tenant compte du temps de trajet et de l'attente aux aéroports, ce phénomène a déjà été observé sur d'autres lignes. En 2019, l'Eurostar a assuré près de 80% du trafic entre Londres, Bruxelles et Paris, alors que les vols Milan-Rome ont chuté de plus de moitié. Après l'ouverture d'une ligne train à grande vitesse en 2007, même si remplacer les avions est l'objectif principal, il s'agit aussi de connecter toute l'Europe par le train et d'offrir plus d'options de voyage. Par exemple, la ligne principale en Europe reliera Paris à Bratislava. C'est une distance de 1338 km, ce qui n'a pas vraiment de sens en train. Cela signifie qu'elle reliera de grandes villes comme Strasbourg, Stuttgart, Munich et Vienne. C'est essentiel pour rester une alternative aux avions sur tous les trajets. C'est pareil avec la Rail Baltica, projet prioritaire numéro 27. La ligne de 870 km reliera Varsovie à Tallinn, connectant les capitales baltes, Estonie, Lettonie et Lituanie au reste de l'Europe. En passant par Varsovie, d'ici 2030, les réseaux ferroviaires et transeuropéens veulent connecter l'Europe. Mieux les villes européennes sont connectées par le rail, plus il est facile de délaisser les transports polluants comme l'aviation et la voiture. Mais il faut aller plus loin, inciter plus à utiliser le rail. 17 des 20 liaisons aériennes les plus fréquentées en Europe concernent des distances inférieures à 700 km. En théorie, presque tous ces trajets pourraient être transférés vers le rail. Ne vous y trompez pas, l'Union européenne compte déjà plus de 20 000 km de voies ferrées et de nombreux pays ont parmi les meilleurs réseaux mondiaux. En réalité, ce n'est pas assez pour l'instant. Seuls 11 000 km de voies permettent la grande vitesse, donc il n'est pas autant utilisé qu'il le pourrait. Ce qui, je le sais, peut sembler fou à dire à propos des pays européens, étant donné à quel point ils sont en avance en matière de fréquentation ferroviaire par rapport à presque partout ailleurs. Bien que les kilomètres passagers sur les chemins de fer de l'Union européenne soient bientôt passés de 340 à 413 milliards entre 2001 et 2018, la part du rail dans les déplacements n'a presque pas évolué, passant de 6% à 7%. Sur la même période, les voyages en avion ont augmenté de 6% à 9% des déplacements européens en kilomètres passagers. Même en Autriche et aux Pays-Bas, grands utilisateurs de trains, les taux sont de 13% et 11%. Maintenant, il y a plusieurs raisons à cela, mais je crois que la plupart d'entre elles découlent de ceci. Les liaisons ferroviaires à grande vitesse n'ont pas été prioritaires en Europe, surtout pour les liaisons transfrontalières. En 2018, la Commission européenne a constaté que sur 365 liaisons ferroviaires transfrontalières qui existaient autrefois, 149 n'étaient pas plus opérationnelles en Swansea. Le rail est sans doute le mode de transport demandant le plus de coordination. Sur un continent divisé en de nombreux pays, les problèmes abondent. La compatibilité en est un bon exemple. L'Europe possède de nombreuses lignes ferroviaires, mais elles diffèrent car les chemins de fer électriques utilisent 4 tensions distinctes. Les systèmes de signalisation et de sécurité, c'est encore pire, puisque presque chaque pays avait initialement le sien. Même les voies elles-mêmes varient. Les pays baltes adoptent l'écartement russe, l'Espagne et le Portugal ont le leur.
Depuis 1996, l'Agence ferroviaire européenne impose des spécifications communes, mais beaucoup reste à faire pour les adapter ou créer de nouvelles voies. Même lorsque des lignes à grande vitesse internationale ont été construites, cela a souvent coûté très cher. Les loyautés nationales, réglementations contradictoires et obstacles bureaucratiques freinent l'exploitation optimale de ces lignes. Le manque d'unification va aussi au-delà du monde physique et atteint les domaines numériques des sites d'achat de billets. Malgré l'existence de sites privés pour la vente de billets de train transfrontaliers, aucun système de billetterie unifié n'existe encore. Ce processus force souvent les clients à utiliser plusieurs sites ferroviaires nationaux. Même après l'achat, les passagers voyageant avec différentes compagnies nationales ne sont pas assurés de leur correspondance si le premier train d'une autre compagnie ferroviaire a du retard. Ces choses seront corrigées, mais plus tard. Actuellement, on se retrouve essentiellement avec des pays comme l'Espagne et la France qui disposent de vastes réseaux ferroviaires nationaux, comme l'Alta Velocidad Española et le train à grande vitesse. Pourtant, ils sont restés largement concentrés sur leurs marchés nationaux pendant des décennies. Les trajets transfrontaliers ne sont pour eux qu'une activité secondaire et une gêne. Passer d'un pays à l'autre, c'est souvent avancer lentement sur de vieilles voies ferrées. Ensuite, l'aspect financier accompagne presque ce problème. Quand j'ai dit que ces lignes à grande vitesse avaient coûté très cher, je n'exagérais pas. L'Union européenne a alloué 100 milliards de dollars au rail pour 2021-2027, mais cela reste insuffisant. Comme les voies à grande vitesse coûtent bien souvent plus de 42 millions de dollars par kilomètre, la Cour des comptes européenne recommande d'améliorer plutôt les réseaux conventionnels sur la plupart des itinéraires. En conséquence, les billets de train à grande vitesse coûtent généralement bien plus cher qu'un billet d'avion à bas prix sur le même trajet, ce qui contribue, une fois de plus, au fait que trop peu de personnes utilisent le train. Un sondage de 2019 de la Banque européenne d'investissement montre que 62% des Européens soutiennent l'interdiction des vols court courriers, le principal obstacle étant les prix. Ainsi, plus les services ferroviaires seront attractifs et faciles à utiliser, plus il est probable que les gens voudront changer. Nous le savons grâce aux effets des transports publics bon marché. Si vous prenez par exemple le ticket à 9 € que l'Allemagne a proposé durant l'été 2022, avec lequel les passagers pouvaient voyager pour 9 € par mois, sur les transports locaux et régionaux. Dans toute l'Allemagne, ce fut un immense succès. Durant ces 3 mois, plus de 52 millions de tickets ont été vendus, économisant 18 millions de tonnes de dioxyde de carbone, soit presque autant qu'une limitation à 130 km/h sur les autoroutes allemandes en un an. Ce billet à 9 € n'incluait pas les trains à grande vitesse, mais s'il l'avait fait, les résultats auraient été encore plus impressionnants. L'Union européenne prévoit de doubler le trafic des trains à grande vitesse d'ici 2030 et de le tripler d'ici 2050. Il y a rarement un chemin clair pour que l'Union européenne devienne le premier continent neutre en carbone d'ici 2050. Que se passe-t-il maintenant, en dehors des projets pluriannuels et des objectifs en cours? Même si l'Union européenne reste loin de ses objectifs, elle s'attaque aux problèmes sans réseau ferroviaire à grande vitesse entièrement opérationnel. De plus en plus de pays veulent supprimer les vols courts remplaçables par le train dans un certain temps. La France est récemment devenue la première grande économie à le faire, en instaurant une interdiction nationale des vols intérieurs court courrier sur les trajets où il existe une alternative en train de 2h30 ou moins. Eh bien, en quelque sorte. Dans un premier temps, les vols seront interdits uniquement sur 3 liaisons au départ du 2e aéroport de Paris, Orly, vers Bordeaux, Lyon et Nantes. Et à mesure que le rail s'améliore, le nombre de vols interdits augmentera également. On constate aussi une augmentation des liaisons air-rail. Au lieu de courir d'un vol à l'autre comme d'habitude, un nombre croissant de voyageurs effectuent désormais une partie du trajet en train. C'est un pansement, mais c'est déjà ça. Aucune politique ne réglera le problème en entier. Vous gagnez 0,5% ici, 0,1% là. Mais quand on fait les choses petit à petit, le résultat finit par compter. C'est ainsi que l'Union européenne atteindra ses objectifs climatiques. Passer d'un patchwork de systèmes nationaux à une Europe des transports unis. Merci de votre attention.